désolé pour ce malaise. Heureusement que le film ressemble pas à ça. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. La La Land. Après Whiplash, Damien Chazelle nous sort encore un film magistral. L'histoire, c'est la rencontre d'un musicien de jazz et d'une actrice qui foirent tout ce qu'ils entreprennent. Et puis l'amour se pointe et on va suivre l'évolution de leur relation et de leur carrière. Il y a trop de choses à dire sur ce film, donc je vais me limiter. La couleur, magnifique au passage, j'en parlerai pas. C'était tellement riche qu'en un seul visionnage, je peux pas l'analyser et vous dire ce qu'elle exprime. Par exemple, c'est quoi ce vert qui revient constamment dans l'appartement? Il y a aussi de l'humour et la bande sonore est transcendante. Encore désolé. Alors pour vous montrer que le film est sublime, je vais vous parler de comédie musicale. Oui, je sais, ça paraît logique. Mais ce que je veux dire, c'est que le film interroge tellement la comédie musicale, surtout des années 40-50, que je pourrais vous faire un cours sur ce genre cinématographique à partir de La La Land. Bon, c'est un peu ce que je vais faire en fait. Mais je vais vous montrer les codes de la comédie musicale dans ce film, aussi pour vous expliquer comment Damien Chazelle les brise et offre un nouveau regard. Ça c'est intéressant. Parce que c'est en partie pour ça que La La Land c'est une tuerie en fait. Tout d'abord, le scénario de la comédie musicale c'est souvent de la mise en abîme. Mariage royal, Chantons sous la pluie, Tous en scène, ou encore The Artist, toutes ces histoires sont ancrées dans l'univers du cinéma et du musical. Généralement, les arts utilisés dans la comédie musicale se retrouvent dans le scénario. Et avec La La Land, c'est pareil. On a pour héros une actrice et un musicien de jazz. En plus, Mia, l'actrice incarnée par Emma Stone, travaille dans un café des studios Warner, studio qui a récupéré beaucoup de films de la MGM. Et la MGM chez Warner, c'est beaucoup de comédies musicales, comme Chantons sous la pluie, Tous en scène. Oui, je sais, il y a d'autres films à citer que ceux-là. Le Magicien d'Oz, Le Pirate ou encore Gigi. Bref, La La Land, c'est de la référence. À un moment, même Ryan Gosling se la joue Jane Kelly avec un lampadaire. D'ailleurs, je l'avais jamais vu aussi expressif. Et le choix des couleurs renvoie clairement au Technicolor, comme le choix d'Emma Stone. C'est pas seulement parce qu'elle est bonne. Bonne actrice, hein. Bon, c'est vrai qu'elle est magnifique aussi. Sans déconner, je suis tellement un radar à meuf que ma bite, c'est Sauron. Bref, le choix d'Emma Stone, c'est pas anodin, puisque les rousses, c'était idéal pour le Technicolor. Il suffit de penser à Maureen O'Hara. Mais je vais éviter de parler de la couleur. Je vais plutôt parler de la mise en scène, notamment le plan séquence qui est très récurrent dans ce film, et ultra maîtrisé dès la scène d'ouverture. Et ça en dit long sur la comédie musicale. Chez des réalisateurs comme Minelli, et surtout avec Fred Astaire, on tente constamment de filmer les moments chantés en plan séquence pour les rendre plus spectaculaires et authentiques. Puis ça renvoie à la scène du musical, comme si nous, spectateurs de cinéma, nous assistions à un spectacle sur scène. Mais dans La La Land, c'est différent. Car si on a parfois un rapport frontal au moment dansant pour traduire le côté musical, avec Damien Chazelle, le spectateur est transporté au milieu de la danse. La caméra virevolte te flotte pour faire du spectateur de misère un acteur à part entière. Et je ne compte même pas les éléments présents dans ce film qui font directement écho aux anciennes comédies musicales, comme les fermetures et les ouvertures à l'iris, ou encore les plans en surimpression. Revenons au moment chanté. Généralement, la narration est assez basique, car c'est un prétexte pour incorporer des moments chantés, des scènes d'attraction. Et on voit vraiment que cette attraction est souvent indépendante de la narration, avec l'éclairage qui s'atténue pour éclipser le reste du plan pour se concentrer sur le héros, ou encore quand Mia se déplace à travers une foule presque figée. Alors je ne vais pas revenir sur le rapport entre attraction et narration dans les films musicaux, car je l'ai déjà fait dans deux critiques critiquables, à savoir NWA et Comment c'est loin. En revanche, La La Land utilise surtout l'attraction en fonction de la narration et non l'inverse. Alors oui, je suis d'accord, au début du film, on pourrait croire à une utilisation conventionnelle des systèmes de la comédie musicale. Bah non, puisque les moments musicaux finissent par se créer en fonction de l'histoire d'amour. Oui, c'est romantique. Love, je t'aime, like la vidéo. De quoi faire mouiller les groupies de Ryan Gosling. Pour résumer la situation, on remarque que les moments musicaux sont de moins en moins présents et de moins en moins colorés au fur et à mesure que l'histoire d'amour se dégrade. Du coup, il se peut que tu trouves une partie du film un peu plus longue. Donc vraiment, on a une utilisation différente, voire pertinente, sur le système narration-attraction. Et pour finir, j'aimerais revenir sur la séquence finale. Musicalement, ça correspond à l'épilogue. Calme-toi les potes. Parce que la comédie musicale, surtout post-Seconde Guerre mondiale, c'est celle du happy end. Alors oui, vous pourrez me citer des exceptions récentes comme Sweeney Todd ou Dancer in the Dark. Pour La La Land, nous porte à croire qu'on part sur une fin heureuse, puisque le film se réfère constamment à une époque du happy end dans la comédie musicale. Et paf, ça fait des chocs. En fait, on n'a pas de happy end. C'est trop triste. On pourrait se dire, bon, c'est bon, on a compris, ça brise encore les codes. Mais je pense que c'est plus que ça, parce que 5 ans après leur séparation, Mia tombe par hasard sur Sébastien,
Et là, on a une séquence musicale qui refait tout le film, de la manière qu'on voudrait le voir finir, c'est-à-dire un happy end. Le tout pour revenir à la fin de cette séquence par une triste réalité. Note bien dans ton petit carnet que cette séquence musicale est complètement indépendante de la narration, c'est important. Ce moment musical qui reprend tous les codes des comédies musicales des années 50, au point de nous faire penser à la séquence finale de Chantons sous la pluie, lorsque Mia et Sébastien traversent plusieurs décors de cinéma, il nous dit une chose importante. La comédie musicale, c'est du cinéma, c'est de l'ordre du rêve, ce n'est pas réel. D'ailleurs, c'est pas pour rien que dans ce moment musical, on termine sur le couple qui voit défiler sa vie sur un écran de cinéma, et que c'est la scène la plus détachée de la narration dans tout le film. Donc, en plus de détruire le happy end par la diégèse, l'histoire si tu préfères, le film brise toute la magie de la comédie musicale en utilisant ses codes. Un peu comme Refn dans The Neon Demon, qui utilise la beauté esthétique du mannequinat pour en montrer l'horreur. Maintenant que j'ai dit tout ça, sachant que ce n'est pas du tout exhaustif, j'espère que t'es convaincu que le film est génial. En revanche, si t'es du genre à dire qu'il est surcoté par pure mauvaise foi parce qu'on est tous des moutons conventionnels, on suit le mouvement, ben je peux plus rien pour toi. Après je te rassure, tu mourras pas de ta connerie, mais ça te grandira pas pour autant. Voilà, c'est tout pour cette critique. N'hésitez pas à commenter pour me dire si vous avez aimé ou pas le film. Avec des arguments, ce serait encore mieux. Et puis ben surtout à liker et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et puis ben je vous dis à la prochaine. Salut!